suis contente que tu aies accepté mon invitation parce que, tu sais, j'ai à cœur de, de faire une culture de témoignage parce que Dieu fait tellement de choses dans chacune de nos vies que on n'a pas la possibilité d'en parler autour de nous, de parler de la gloire de Dieu, de ce qu'il fait dans nos vies, de sa puissance. Et donc, c'est pour ça que je t'ai demandé si tu avais quelque chose que Dieu a fait dans ta vie et que tu peux partager avec nous. Et cette histoire, ton histoire peut édifier d'autres personnes, mais que ça glorifie déjà le Seigneur Jésus de ce qu'il a fait. Amen. C'est avec plaisir que je participerai à cette émission. J'ai plusieurs témoignages, mais le plus pertinent, c'est celui qui concerne la naissance de mon fils, mon deuxième fils, qui a 10 ans aujourd'hui. Et voilà, c'était en 2010. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Wow. Mais c'est comme si c'était hier. Oui. Et j'en parlais avec beaucoup d'émotion jusqu'à il y a 3 ans. Et je crois que le Seigneur a déjà fait son travail de guérison au-delà de cette épreuve. Et je lui rends vraiment gloire. Oui. Et par ce témoignage, je compte toucher plusieurs, des familles, surtout des femmes, parce que, comme nous dit la parole dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Amen, oui. Et si ce témoignage peut toucher le cœur de quelqu'un pour l'édifier dans sa foi, ce sera pour la gloire de l'Éternel. Amen, alléluia. Je m'appelle Michel Ezui, épouse Vecker. J'ai 51 ans. Je travaille comme infirmière en soins généraux et psychiatriques. Voilà, donc je vais vous tracer l'histoire de ce témoignage qui est assez vaste, mais en essayant d'être concise. Ok, super. Alors, donc, c'était le 17 novembre, exactement, à 2010, vers 21h. J'étais enceinte, donc j'appelle Perpétue. Je lui dis, à ton avis, est-ce que c'est le moment d'aller à la clinique? Parce que c'était prévu que j'accouche dans une clinique. Parce que je crois que j'ai perdu les os. C'est mon deuxième enfant, mais la première fois, ça ne s'était pas passé comme ça. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'était perdre les os. Donc, j'explique à Perpétue ce que ça voulait dire. Parce que voilà, j'ai l'impression d'avoir fait pipi. Elle me dit, ben, tu as perdu les os. Donc, prends tes affaires, prends ta douche et tu t'en vas. Je dis, ah bon, tu crois que j'ai le temps de prendre la douche? Et elle m'a dit oui. Voilà, je prépare mes affaires, je prends ma douche et ma maman était à la cuisine avec mon premier qui avait 3 ans. Et donc mon mari et moi on partait. Et le téléphone a sonné, c'était mon neveu Jean-Pierre. Je sais pas voilà, qui était au courant que j'allais accoucher autour du 17 novembre. Et sa date d'anniversaire c'était le 17 novembre. Et il me dit, ah, je suis contente, je serai plus tout seul à fêter mon anniversaire le 17 novembre. On sera 2. Donc, je suis partie avec l'espoir que j'allais accoucher avant minuit, le 17 novembre 2010. Sauf que l'Éternel savait déjà comment ça allait se dérouler. On arrive à la clinique vers 21h30, c'était pas loin de la maison. Donc, on me disait que j'étais à 4 cm. Donc, je précise que pour que l'accouchement se fasse par voie basse, il faut à peu près entre 8 et 10 cm. Donc, 4 cm, je me suis dit, ok, on est tout près du but. Toute la nuit est passée. Il n'y a pas eu d'autres signes de dilatation. La sage-femme que j'ai reconnue parce qu'elle travaille dans l'hôpital dans lequel j'exerce, je l'ai reconnue et elle non. Et elle me dit, faut pas en parler à l'hôpital parce que je viens pour une vacation ici. Mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Elle a tout fait.
On m'a mis des perfusions pour déclencher la grossesse. Rien ne se fait. Jusqu'au lendemain. Elle revient le lendemain à 20h. Donc, ça fait 24 heures que j'y suis. Oui. Elle me dit, mais vous êtes toujours là? Je crois qu'elle m'a tutoyé, je sais plus. Et elle me dit, mais c'est pas possible. Rien ne se passe. Est-ce qu'ils ont prévu une césarienne? Je dis, mais je sais pas. Et comme c'est une clinique, et c'était un week-end, je crois que c'était c'était un mercredi. Donc, on arrive à jeudi, le 18. Et les obstétriciens passaient et chacun essayait de voir où est-ce que j'en étais, mais sans se présenter. Ils mettaient leurs gants, voilà, on ausculte. C'était comme si mon ventre était découpé et qu'ils ne s'occupaient pas de la personne que j'étais. Et ça m'énervait. Et il y en avait un qui sentait la cigarette. Et ça m'énervait. Et donc, il était 19h. Et celui-là qui est rentré, j'en avais vu au moins 5 ou 6 depuis la veille. À 19h, il y en avait un, moustachu, sentait la cigarette, il arrive. Le diable en personne, c'est ce que je me suis dit. Parce qu'il ne se présente pas, il prend les gants, ça y est, il ausculte sans me dire quoi que ce soit, sans se présenter. Et il me dit, bon, à 19h30, si rien ne se passe, on fait la césarienne. Je refuse à l'intérieur de moi, je dis non, je refuse. Surtout que sa tête ne me plaisait pas. Il est sorti et je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais pas ce qu'il est venu faire lui. À 20h, il y a une dame qui arrive, très jolie, posée. Bonjour, je m'appelle Camille, docteur Chalon-Belval. On m'a dit que vous êtes là depuis 24 heures. Elle regarde sur le monitoring. Elle me dit, le bébé commence pas à souffrir. Bon, il est 20h, je vous donne une demi-heure. Si dans une demi-heure, il ne se passe rien, on va procéder à la césarienne. Mais elle était tellement gentille. Elle m'a pris la main. Elle était belle. Et dans ma tête, je ne suis pas catholique. J'ai dit, waouh, on dirait Marie. Les sourcils bien dessinés, pas maquillés, mais une belle figure. Et je me disais ça. Elle est partie. Dans les 30 minutes, le bébé s'est présenté. Donc, mon mari était là. La sage-femme qui était là la veille, qui avait pris d'autres dispositions et que rien ne se passait. Tout d'un coup, je ne sais pas si c'est la confiance que cette dame m'inspirait, tout s'est précipité. Donc, dans ce laps de temps, le bébé a présenté sa tête et elle dit, il faut que je bipe la gynéco parce que ça va trop vite. Ça s'accélère, oui. Et donc, mon mari me dit, je vais aller prendre un café parce qu'il n'aime pas assister aux accouchements. Et c'était en fait le code entre nous. Il m'avait dit, si je te dis je vais prendre le café, c'est que le bébé est presque sorti et je ne veux pas être là, quoi. Donc je lui dis ok. Et donc la chirurgienne, l'obstétricienne était revenue depuis. Et donc elle lui dit, mais le bébé va bientôt sortir, vous ne voulez pas couper le cordon? Oui, je reviens, je vais chercher un café. Donc on était au premier étage. Il est descendu dans le hall où se trouvait la machine à café et des boissons. Mais en fait, il ne pouvait pas accéder à cette salle. Tout était bloqué, fermé à clé. Donc c'est un couloir qui faisait un U. Oui, d'accord. Et il était obligé de remonter par l'ascenseur. Mais en une demi-heure, le temps qu'ils reviennent, ils étaient en train de couper le cordon. Et j'entends, l'obstétricienne lui dit, mais vous voulez couper le cordon? Et je lui dis, mais t'es déjà revenu? Et il me dit, mais tout est fermé. Alors que la veille, quand il m'a emmené, tout était ouvert. Il a pu circuler, prendre le café et tout. Oui. Tous les accès pour aller à l'extérieur, même pour s'enfuir en fait. Tout était bloqué. En fait, je comprends là que le Seigneur a bloqué tous les passages pour qu'il soit là. Parce que lui, il travaille aux urgences, en réanimation, et il est outillé pour intervenir dans ce qui va se passer là, dans les minutes qui suivent. D'accord. Et donc le bébé est sorti, du coup il était là, spectateur de ce qui se passe. Heureusement que dans cette clinique là, tout était dans une grande salle, donc l'auxiliaire qui devait habiller le bébé nous demandait le prénom. Donc moi je disais mon prénom que j'avais choisi et lui aussi. Et donc bon,
elle disait, je m'en souviens, entendez-vous, je vous laisse encore quelques minutes. Et tout d'un coup, je voyais à la pendule affichait 21h30 ou 22h. Et la pendule était face à moi, 21h je crois. Donc 20h30, 21h, tout était fait quoi. C'était tellement vite. Mais tout d'un coup, la situation bascule. Je sentais comme si on m'avait mis un casque d'épines. Tout d'un coup, mais les yeux, les yeux se brouillaient, la tête qui me faisait très très mal. Je ne pouvais plus ouvrir les yeux. Mais tu as pu voir ton enfant entre-temps? Je l'ai aperçu quand on me l'a posé. Puis le temps qu'on le nettoie, qu'on l'habille, je l'ai vu, mais c'était fini. En fait, mon mari voyait sur la machine que la tension était en train de chuter. Donc, quand il est parti prendre le café, il me disait que j'étais à 12 ou à 13. Mais là, quand je commençais pas à me plaindre, la tension était à 11. Et le temps que lui, il demande de l'aide aux soignants qui étaient là, ça a descendu à 9. Mais oui, tout d'un coup. Donc, heureusement que tout le monde était encore là. Et donc, la gynéco disait, bah, écoutez, je vais faire une échographie, c'est bizarre. Parce que, bon, il n'y a pas d'écoulement de sang, tout était nickel, propre. Mais c'est bizarre. Et puis, je me sentais partir. Tout ce dont je me souviens, c'est que je disais, j'ai l'impression qu'on me perfusait avec de l'eau glacée. Je grelottais, mais je ne pouvais plus ouvrir les yeux. J'avais la tête qui tournait. Et je disais audiblement, Jésus, sauve-moi. Jésus, sauve-moi, parce que ce n'était pas possible. Et sur la machine, la tension est descendue à 5. Wow. Donc, c'était la panique à bord. Tout le monde se grouillait. Et j'entends la gynéco dire, donnez-moi l'échographe. Et elle fait l'échographie. Elle dit, bon, parce qu'elle a palpé, il n'y avait rien. De visible. De visible. Oui. Et elle dit, oh là là, je vois beaucoup de liquide. Je vois beaucoup de liquide. Et peut-être qu'elle ne voulait pas me faire peur. Je vois beaucoup de sang, en fait. Il y avait donc une artère qui était rompue. Et donc, tout le sang montait. J'avais l'impression que je prenais... je m'étouffais comme quand j'étais sous l'eau. D'accord. Donc, je disais, ouvrez les fenêtres. J'étais en train de m'étouffer, en fait. Je m'étouffais avec mon propre sang qui remplissait les poumons. Et il n'y avait pas de sang qui coulait par les voies naturelles. D'accord. Et donc, j'entends appeler l'anesthésiste. Vite, 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 il y a une hémorragie interne. Vite, vite, vite. Et tout le monde arrive. Et moi, je disais, Jésus, sauve-moi, parce qu'ils ont basculé le brancard pour que j'ai les jambes plus hautes pour irriguer le cerveau. Mais plus on faisait ça, plus c'était insoutenable. J'étais en train de mourir. Et je dis, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Tout d'un coup, je tiens la main de mon mari, je dis, Jésus, sauve-moi. Puis j'ouvre les yeux, et là, il y avait déjà tous les techniciens, ils étaient à peu près une dizaine. Apparemment, les anesthésistes, il y en avait 2. Tout le monde était là parce qu'elle a la confirmation que voilà, j'étais en train de partir. Oui. Et donc, l'urgence, c'était qu'on m'ouvre rapidement. Mm-hmm. Et le bloc était à 1 mètre dans le couloir face à la porte de naissance. Parce que le bloc d'opération? Le bloc d'opération. D'accord. Parce que j'ai appris après que s'il fallait traverser le couloir, je n'avais pas de chance. Donc, ce que je disais là, Jésus sauve-moi, la tension était déjà à 5,3. Wow. Le cœur allait lâcher. Donc, à un moment donné, j'ouvre les yeux et je vois Jésus, comme je te vois. Wow. Jésus dans une robe blanche, mais vraiment physiquement en chair. Et je vois de la tête au torse, habillé, vêtu de blanc. Et je vois ses bras, mais arqués comme ça. Ce qui veut dire que je voyais jusqu'à ses poignets, mais je ne voyais pas ses mains. Mais le regard, je ne pouvais pas soutenir son regard. Je voyais le blanc de ses yeux éjecté de sang. Et donc une marque au niveau du front de quelqu'un de très préoccupé. La mine froncée, mais sérieux. Et son visage arrivait, en fait, moi, dans ma vision, là, au niveau... Donc, il était au-dessus de tous les médecins du cialytique, la grosse ampoule là, du bloc. Oui. En fait, sa tête arrivait à mon menton. Mais très préoccupée, avec un masque au niveau du front.
les blancs des yeux étaient éjectés de sang, quoi. Quand tu dis masque au niveau des seins, c'est quoi? C'est quand on a la mine froncée. Ah oui, d'accord. Quand on est préoccupé, Oui, mais oui. voilà, il y avait les plis Oui, au niveau oui. des deux sourcils. Oui, d'accord. Mais lui, il ne me regardait pas, comme s'il était occupé sur voilà, le focus sur quelque chose. Oui, Et je voyais ses bras arqués comme ça. C'était donc la tunique qui couvrait la moitié de ses bras. d'accord. Et donc le reste de son bras jusqu'au poignet. Mhm. Et j'étais comme en paix. Je dis, Jésus est là pour s'occuper de moi. Oui, Et j'avais le sourire. Et quand je disais à mon mari, j'ai vu Jésus, je vois Jésus, je vois Jésus. Il me dit, tais-toi, on va croire que t'es folle. Et moi, je souriais et en fait, plus rien. Je me souviens plus de rien. Tout ce dont je me souviens, c'est que la porte s'est ouverte sur le bloc et il y a un monsieur qui m'a demandé comment vous vous appelez. Et je me rappelle votre nom de jeune fille, nom, prénom, date de naissance. Parce qu'on va vous passer du sang et c'est le protocole parce que je sais que c'est comme ça que ça se fait quand la personne est consciente. Je lui donne mon nom et c'est un monsieur noir qui lui aussi est venu pour une vacation ce soir-là. Et il me dit, rassure-toi, tu es ma sœur, je suis aussi togolais. Je m'appelle Kokou. d'accord. Wow. Kokou, ça veut dire un garçon qui est né le mercredi. Oui. Et moi, mon prénom togolais, c'est Adjo. Oui. Ça veut dire qui est né à lundi. Oui. Et c'est... Après, voilà, Tu te souviens plus de rien. je me souviens plus de rien. Donc, je me suis réveillée le 19 à 5 heures du matin. Donc, depuis 22 heures, je ne sais plus ce qui s'est passé. Et on m'a dit qu'on m'a opéré toute la nuit et qu'on m'avait transfusé de 22 poches de sang. Et mon mari me disait qu'il voyait en fait le garçon de salle récupérer les poches de sang à bras-le-corps comme ça parce que c'était rapidement. Ah oui. Et les murs du bloc étaient maculés de sang parce que ça giclait comme un tuyau de robinet qui s'est éclaté. Dès qu'on a ouvert, oui, d'accord. parce qu'ils ont ouvert rapidement, donc j'ai une cicatrice de 30 cm. Wow. Ils ont ouvert rapidement pour éponger et ils ont aspiré 6 litres de sang. Donc c'est tout mon corps qui s'est vidé de son sang. Mm. Je signale que le corps contient 7 litres. Wow. Et les 6 litres qui se sont emmagasinés dans les poumons et à l'extérieur des organes, ils ont aspiré toute la quantité de sang. Et donc, la gynécologue, après, m'expliquait que j'avais donc 6 litres voilà, qui giclaient. Et donc, ils ont essayé de colmater, mais plus ils faisaient la transfusion, plus ça giclait. Et donc, il y avait 10 cm de l'artère utérine. C'est une grosse artère qui irrigue l'utérus. C'est par l'artère utérine que le sang est irrigué vers le fœtus. Cette artère-là s'est déchirée sur 10 cm. Donc, et il n'y a même pas de matière pour relier les deux. Donc, il fallait faire des nœuds, mais ça lâchait. Donc, elle m'a dit, après, j'ai eu très peur pour vous, parce qu'on a dit à mon mari, on ne vous promet rien. Parce que ce qui se passe, on n'a jamais vu. C'est quelque chose qu'on apprend en médecine. Et dans les livres de médecine, il y a 2 exemples qui sont donnés en faculté de médecine comme des complications qui peuvent arriver aux femmes. Votre femme est la 3e qui est là en train de subir une opération, mais on ne sait pas quelle sera l'issue, donc on ne vous promet rien. Et c'est comme ça que lui, qui n'est pas encore à Jésus, je le dis comme ça, parce que ma prière, c'est que il viendra aussi. Oui, amen. Et il a appelé, donc il était 2-3 heures du matin, il a réveillé mon frère, il a réveillé donc Perpétue et tout le réseau familial pour dire, il faut prier pour Mimi, elle est en train de mourir. Donc, ils lui ont rendu mes affaires et donc il a appelé ses parents, il était en sanglots et il avait le bébé dans les bras et il disait, ça y est, je suis veuf avec 2 enfants puisque l'aîné est resté à la maison depuis 2 jours. Donc, je me suis réveillée à 5 heures du matin le lendemain
je ne savais pas que j'étais toujours au bloc. Et ils ont fini par faire des nœuds pour colmater la tuyauterie. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai reconnu mon mari parce que il s'est passé plusieurs choses pendant l'intervention où j'ai dû apparemment faire un arrêt cardiaque. J'ai fait un OAP, la tension est montée à 26. Un OAP, c'est l'œdème aigu du poumon, c'est que le sang monte dans les poumons et la personne fait un apnée et meurt. Donc, il est d'usage que pendant la transfusion au bloc, on passe du Lasix. C'est un produit, en fait, qui sépare les globules rouges du reste du liquide et ça se transforme en urine pour que juste la concentration globulaire reste. Et dans cette clinique, dans ce bloc-là, il n'y en avait pas. Normalement, c'est dangereux de ne pas en avoir. Quand on fait une transfusion, on doit toujours mettre du Lasix et il n'y en avait pas. Donc, ils ont quand même passé 22 poches et je ne suis pas morte de l'hémorragie, mais je mourais de l'OAP. Oui. Et donc, quand tout le monde courait dans les étages pour chercher la fameuse ampoule, mon mari dit, mais je suis dans le milieu, est-ce que je peux? Et donc voilà, c'est lui qui a été dans les différents services en montant les marches pour aller chercher le produit. Il ne connaissait pas il connaissait pas du tout cette clinique. Il n'y travaillait pas. C'est un miracle.